Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe majeur de leur stratégie. Mon invité aujourd'hui, on commencera notre émission dans une minute par une étape du Tour du Monde d'Amancio Sampaio. Une fois par mois, il analyse, vous le savez, la transformation de nos modes de consommation et partage des bonnes idées, des bonnes pratiques venues du monde entier. Le thème du jour sont les emballages. Dans le débat de Smart Impact, on découvrira le Bachelor Act, nouvelle formation Impact pour des jeunes engagés, créée par une grande école, l'ESSEC, et une université publique, celle de Cergy-Pontoise. Et puis notre rubrique Startup, elle sera consacrée à Yacon & Co qui transforme un tubercule originaire d'Amérique du Sud en pâte à tartiner. Emballage, formation, alimentation, 3 univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti! Bonjour Amancio Sampaio, bienvenue, heureux de vous retrouver. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise et vous partagez avec nous également votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer les mutations de nos modes de consommation. On parle donc d'emballage. Et alors pour être plus précis, on va parler des bouteilles réutilisables aujourd'hui. Voilà, bonjour Thomas. Bonjour. C'est vrai, j'ai choisi de parler aujourd'hui de bouteilles de boissons, oui, parce que ça représente quand même beaucoup en fait, de déchets de l'industrie de la consommation. À elle seule, les bouteilles plastiques, par exemple, elles représentent une production annuelle de 480 milliards de bouteilles. Ça veut dire 14% de tous les déchets confondus. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a de nouvelles initiatives et une vraie tendance d'augmenter le nombre de bouteilles réutilisables pour avoir un impact réduit. Et on va parler effectivement de l'impact environnemental de toutes les solutions que vous nous proposez. Ouais, le mérite de promouvoir les bouteilles réutilisables, c'est qu'il y a un bénéfice significatif pour l'environnement. Tout d'abord, il faut bien mentionner, c'est qu'une bouteille réutilisable, un verre par exemple, ça va être réutilisé environ 50 fois. D'accord. Une bouteille en PET qui va être aussi réutilisable, c'est environ 25 fois avant que ça parte au recyclage. D'accord. Donc, quand nous avons une bouteille réutilisable, après la 3e utilisation, elle a déjà un impact réduit comparé à un emballage à usage unique, avec des réductions qui vont de 85% dans les émissions, 93% de l'énergie, sans compter l'impact évident et direct de la réduction de la pollution par les déchets. Oui, donc ça concerne le verre, ce qui semble évident, mais il y a aussi le plastique réutilisable. Ouais, voilà. Aujourd'hui, il y a des filières et on peut parler plus tard aussi des exemples en fait qui utilisent le plastique réutilisable. Là aussi, je peux aborder son impact positif pour l'environnement d'un autre angle. C'est-à-dire, c'est estimé aujourd'hui que s'il y a une augmentation de 10% dans la proportion de toutes les bouteilles plastiques qui sont réutilisables, ça correspondrait à une réduction d'environ 22% de la pollution plastique dans les océans. C'est là, ça veut dire c'est des chiffres très élevés, que ça passe de 4,5 milliards à 7,6 milliards de bouteilles de moins dans les océans. Et ça, c'est intéressant, en fait, parce que nous sommes en train de parler de quelque chose, c'est pas nouveau. C'est-à-dire, à l'origine, l'industrie des boissons, les laits, l'eau, la bière, c'était toujours des emballages en consigne qui sont tombés, qui sont devenus démodés avec l'arrivée des emballages à usage unique. C'est vrai. Et maintenant, avec cette meilleure connaissance et préoccupation avec la circularité, nous voyons ce retour en puissance, disons, des emballages réutilisables. Oui, c'est un retour à la case départ, mais avec des nouvelles technologies et des nouveaux modèles. Quels sont si on fait un petit benchmark, quels sont les pays les plus avancés? C'est vrai, j'ai regardé ça, et il y a une vraie diversité géographique. Je peux mentionner ici les top 5, et on va voir que c'est un peu partout. C'est les Philippines, qu'il y a un taux de réutilisation de 59%. Ensuite, la Colombie et l'Allemagne avec 54%, suivi par le Nigeria avec 43%, et le 5e, c'est l'Inde avec 34%. Ah oui, effectivement, on va vraiment un peu partout sur la planète. Si on fait un zoom sur l'Allemagne. Ouais, voilà, je crois que c'est intéressant, parce que c'est là que c'est plus proche de nous, et qui peut nous servir d'exemple aussi. C'est que c'est intéressant de l'Allemagne aussi, c'est que ça, c'était tout confondu. Je parlais de 54%. Et quand on regarde une filière, par exemple celle de la bière, nous avons 82% des emballages réutilisables avec un taux de retour de 99%. Ça veut dire que tous les acteurs de cette filière, tout l'écosystème, il marche très bien et ça peut servir d'exemple en fait
pour d'autres filières et d'autres pays aussi. Alors là, on a parlé des pays. Si on donne des exemples d'entreprises maintenant. Ouais, pour les entreprises, je crois que je vais utiliser, si vous me permettez, 2 exemples assez extrêmes. Commençons avec le géant international Forcément. Coca-Cola. On ne peut pas parler des emballages et des bouteilles sans parler de Coca-Cola. Voilà, ils produisent 100 milliards de bouteilles par année. Ils sont très souvent pointés du doigt parce qu'une partie de ces bouteilles peuvent finir dans la nature si les déchets ne sont pas gérés proprement. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, dans environ, quand on parle environ 40 pays, je crois. Oui, c'est ça, dans 40 pays autour du monde. Nous avons déjà 40 pays autour du monde où il y a 25% au plus de la production de Coca-Cola que c'est déjà avec des bouteilles réutilisables. Quand on regarde au niveau global, c'est 16% de leur production qui c'est déjà dans des bouteilles réutilisables. Ils se sont fixés un objectif d'arriver à 25% de leur production en 2030. On peut toujours se poser la question, est-ce que ça va vite suffisamment? Mais de toute façon, ça bouge dans la bonne direction. Et une des initiatives qu'ils ont mis en place pour augmenter les taux de bouteilles recyclables, c'était justement, et c'est présent dans plusieurs pays en Amérique latine, c'est l'utilisation de la bouteille universelle. Ça veut dire quoi? C'est des bouteilles avec le même format, avec la même couleur, pour des différents produits. Ceci n'est pas anodin, parce que ça fait un vrai changement aussi dans la commercialisation de produits, parce qu'au niveau de la circularité, il n'y a pas de doute que les standardisations, ça facilite. Par contre, quand on a des considérations marketing, il faut changer un peu les paradigmes. Évidemment, c'est plus compliqué. Alors, on a vu le géant mondial, on va voir une start-up française, c'est ça? Ouais, voilà. Pour mentionner alors quelque chose de très local, il y a une start-up lilloise qui s'appelle Jean Bouteille, que eux, ce qu'ils proposent, c'est la commercialisation des produits en vrac dans les points de vente, en association, avec des bouteilles en consigne. Et là, j'ai utilisé justement 2 modèles, un international, un local, pour illustrer en fait qu'actuellement, il y a un engouement pour faire marcher et changer les habitudes consommateurs et créer de nouvelles filières qui permettent justement cette circularité dans l'utilisation des bouteilles pour les boissons. Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, il faut rentrer dans le détail, le rôle de la technologie, des innovations. Ouais, ça, c'est très important. Justement, les principes de la réutilisation et consigne, c'est ancien, mais on peut utiliser de nouveaux modèles de négoce et de nouvelles technologies. Les retours des bouteilles sont critiques pour que ça marche, que ça ferme la boucle. Et là, il y a 2 façons de retourner. Ça veut dire où on va au point de vente, soit à la maison. Dans les points de vente, il faut la praticité pour le consommateur. C'est-à-dire qu'on arrive, qu'il y a des machines performantes qui récupèrent les bouteilles, qui les classent et qui puissent faire les crédits tout de suite sur les comptes. Ça, c'est quelque chose quand on va au magasin. La maison, c'est un vrai défi logistique parce qu'il a une granularité, il y a un nombre incroyable de foyers. Donc, il faut que ça fasse du sens économique aussi d'y aller chercher à la maison. Et là, il y a une initiative très intéressante, ça marche déjà depuis quelques années, qui s'appelle le Loop, où on a 3 groupes d'acteurs, en fait, c'est-à-dire un spécialiste de l'économie circulaire, les industriels et aussi la grande distribution. Le but, c'est on va concevoir et développer des produits qui sont dans des emballages réutilisables, qui vont être commercialisés séparément. Et une fois que c'est consommé, le consommateur, il peut avoir en fait quelqu'un qui vient chercher à la maison les paquets d'emballage qui va être nettoyé, stérilisé et envoyé à nouveau dans la chaîne de production. Alors ça, Mancio, c'est le levier de l'innovation. Il y a un autre levier, c'est celui de la réglementation. Ah, et ça, c'est un levier très, très important. Efficace, souvent. En fait, efficace pour faire bouger des choses et amener de la transformation parce qu'il peut, d'un côté, encourager le développement de cette filière des bouteilles réutilisables à consigne et aussi de fixer des objectifs que ça va faire bouger les choses parce qu'on va fixer une échéance. En France, par exemple, nous avons l'objectif d'arriver à 10% des bouteilles réutilisables en 2027. Et au niveau européen, il y a la nouvelle directive européenne pour les emballages, les déchets d'emballage, qui traite sur les sujets d'emballage de boissons d'une façon très large, dans le sens où elle va promouvoir la réduction des déchets, l'augmentation avec des objectifs pour la proportion augmentée des bouteilles réutilisables, et aussi assurer que toutes les bouteilles soient recyclables à l'horizon de 2030. Donc, les défis, toujours quand on utilise, parce que c'est un levier très fort, la réglementation, il faut que ça soit bien coordonné par le pouvoir public pour que ça soit cohérent, pour
pousser en fait la création et le développement de cette filière avec des objectifs qui sont sûrement agressifs, mais encore réalistes. Allez, il nous reste 1 minute pour conclure. Et on a fait un joli tour du monde. C'est quoi la leçon de ce tour du monde d'Amancio, de cette étape aujourd'hui? On voit qu'actuellement, cette tendance, elle a démarré déjà, c'est-à-dire des bouteilles réutilisables, et c'est vraiment poussé par la société, par les industriels, par les gouvernements. Et ça, c'est très vertueux parce qu'il y a un impact positif sur l'environnement. Le message, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. Il faut travailler aussi à la réduction. Et pour la réduction des bouteilles, on va dans des nouveaux modèles comme SodaStream, qu'on connaît beaucoup, qu'on puisse faire à la maison, en fait, sans gazéifier, ou bien la prolifération de fontaines très sophistiquées d'eau, que ce soit dans les entreprises, dans l'espace public, ou, par exemple, là, j'ai l'exemple d'une start-up américaine, Bevi, qui, elle permet de choisir le type de boisson, les arômes et même des additifs comme les électrolytes ou bien la caféine. Donc ça veut dire, là, on élimine totalement, non, mais en bonne partie les emballages, et en plus l'impact écologique aussi de la distribution. Merci beaucoup, Amancio. À bientôt pour une nouvelle étape de votre tour du monde. On passe à notre débat, la formation au métier de l'impact, au programme. Je vous présente tout de suite les invités de notre débat. Aymeric Marmora, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur du Bachelor Act créé par l'ESSEC et l'Université de Paris-Cergy. Et Carly Randria Naïvozon, je suis désolé pour la progression. Bonjour, vous êtes élève de la première promotion du Bachelor Act. Pourquoi vous l'avez créé, Aymeric Marmora ? Alors cette formation a été créée sur un triple constat, qui est celui d'une crise à la fois écologique, sociale et démocratique, mais aussi en même temps sur le fait qu'il y ait déjà des hommes et des femmes qui agissent dans les entreprises, dans les collectivités, dans les associations, pour pouvoir les transformer de l'intérieur. Donc ça se traduit par des besoins de compétences. Et si on prend l'étude qui a été publiée par Burdeo en janvier 2021, aujourd'hui les managers du développement durable et de la responsabilité sociale des entreprises sont en manque d'effectifs. Donc il y a déjà une demande des employeurs, tout simplement. Exactement. Il y a une demande des employeurs. Alors sur 2 types de profils. Le premier, on va avoir besoin vraiment d'experts pour traiter les transitions, que ce soit des ingénieurs, des écologues, des urbanistes, des architectes. Et d'un autre côté, on va avoir besoin d'hommes et de femmes qui vont avoir des compétences transverses, qui vont être en capacité de rassembler différentes expertises pour justement conduire les transitions, accompagner le changement dans les organisations. Et c'est vraiment sur ce deuxième profil-là qu'on a décidé de créer le Bachelor Act, sachant que ce profil nécessite de nouvelles alliances dans l'enseignement, d'où cette alliance entre l'ESSEC d'un côté. Pourquoi une grande école et une université Cergy-Pontoise de l'autre? C'était quoi l'idée? Alors l'idée, c'est justement pour pouvoir conduire ces transitions, développer ses compétences, ça nécessite une approche qui est une approche pluridisciplinaire. Et donc c'est là où on a une grande école qui est celle de l'ESSEC, qui porte l'excellence académique et la recherche, et puis une université pluridisciplinaire qui a aussi inscrit dans son cœur les transitions, qui est CY, Cergy Paris Université. Et donc ces 2 établissements-là se sont finalement appropriés ce sujet des transitions et de pouvoir porter une démarche qui est vraiment innovante pour former toute une jeune génération à conduire ces transitions. Combien de personnes dans la promo? Je sais pas qui Alors la première promo dans laquelle Carly est représentante. On est 31. 31, donc vous représentez ces 31 pionniers et pionnières en quelque sorte. C'est quoi votre parcours? Pourquoi vous avez choisi cette formation? Racontez-nous. Ok, donc je m'appelle Carly Randria-Naïvozon. Je viens d'avoir mon bac général au lycée français Tananarive à Madagascar. Okay. Un bac général spécialisé en humanité, littérature et philosophie et physique-chimie d'une part. Je suis arrivée au Bachelor Act parce que je cherchais vraiment une formation pluridisciplinaire, parce que je rejoins les propos d'Aymeric. Je ne voulais pas encore me spécialiser dans quelque chose. Donc c'était le meilleur moyen pour moi de comprendre les enjeux de demain et d'avoir les compétences professionnelles nécessaires pour y répondre. Oui, c'est bien, c'est drôle parce que moi, quand je vais raconter ma vie, quand j'ai fait Sciences Po, c'était pareil, il y avait plusieurs options possibles et donc le fait de rentrer à Sciences Po, on ne choisissait pas tout de suite, vous voyez. Donc je comprends la démarche de ne pas se spécialiser trop tôt. Il y a aussi, dans votre génération, et c'est très bien, il y a cette notion de sens qu'on veut donner à son métier. Ça vous guide aussi, ça? Exactement, c'était un peu la phrase aussi, on voulait un métier qui ait du sens, parce que je pense que la jeunesse a besoin de s'engager et a soif d'agir. Donc c'est aussi pour ça qu'on est là. Aymeric Marmora, c'est la pluridisciplinarité. Tous les deux, vous avez employé ce terme. Ça veut dire quoi concrètement? Qu'est-ce qu'on va trouver finalement dans la gamme d'enseignement de ce Bachelor Act?
Alors, la formation va justement avoir une démarche pluridisciplinaire. La première, ça va être pour comprendre les transitions, de quoi on parle, à 4 niveaux. Le premier, c'est à l'échelle du système Terre, avec à la fois de la biologie, de la chimie, pour comprendre le climat et le lien qu'il peut y avoir entre climat, biodiversité et société humaine. Vous avez eu des surprises, tiens, avec les premières semaines ou les premiers mois de cours? Parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes engagé, mais est-ce que vous avez appris des choses déjà sur l'état de la planète? Puisqu'il y a on parle souvent de claque climatique. Est-ce que vous l'avez ressenti, ça? En fait, on était tous un peu sensibilisés déjà à ce qu'on voit tous les jours, mais vraiment prendre le temps d'étudier ça, c'est beaucoup de claques, beaucoup de nouvelles choses qu'on apprend, de nouvelles manières de penser, de voir que maintenant on peut penser tout ça de manière systémique aussi. C'est ce qui nous apporte beaucoup de nouveautés. Donc alors, il y a cette dimension-là, je vous ai interrompu volontairement, et ensuite deuxième niveau, c'est de comprendre les transitions à l'échelle des sociétés, et donc là, avec des apports de sociologues, des sciences politiques, vraiment pour comprendre les enjeux des inégalités, des différents courants politiques qui nous traversent, à l'échelle des organisations, et donc là, on va avoir de la sociologie des organisations, et puis le troisième, c'est à l'échelle de l'humain, comprendre comment l'humain fonctionne, quels sont les freins au changement, et donc là, ça va être des apports des sciences cognitives et de la psychologie. La pluridisciplinarité, ça va être aussi dans le passage à l'action, puisque la pédagogie est vraiment une pédagogie active par projet, et donc les jeunes, tout au long de leur parcours, vont être amenés à monter des projets très concrètement, par exemple d'élaborer un diagnostic de territoire pour le compte d'une collectivité, ça va être d'organiser une mobilisation citoyenne sur une cause sociale ou environnementale qui leur tient à cœur, ou encore de pouvoir créer une entreprise sociale. Et donc là aussi, les différentes matières, que ce soit le droit, que ce soit la comptabilité, que ce soit le marketing, mais que ce soit aussi la coopération, l'intelligence collective, finalement prennent vie à travers des projets concrets à l'échelle de semestre. Alors Carly, je veux bien votre retour d'expérience, peut-être sur justement certains, ce côté pédagogie active, quoi. Vous êtes déjà presque les mains dans le cambouis d'une certaine façon. C'est ça, là on vient de terminer notre premier semestre, là on est au second semestre. C'est des cours très innovants, mais des cours qui se complètent aussi. Et peut-être, justement au début, on voit peut-être pas forcément le lien qu'il y a entre chaque cours, mais on apprend justement à voir qu'est-ce qu'il y a. Par exemple, on a fait de la biodiversité pendant tout le premier semestre, où on apprenait justement à comprendre l'importance et les enjeux que ça peut avoir par rapport à nous, l'humain, mais on avait aussi des cours d'intelligence collective avec des facilitateurs qui nous ont appris à collaborer ensemble, ça, ou même marrant, des cours de décoloration, enfin plein de choses vraiment diversifiées. Facilitateur ou facilitatrice en intelligence collective, ça se passe comment un cours en intelligence collective? C'est des heures le matin où on apprend par exemple, à parler de la vision qu'on peut avoir ensemble, le monde qu'on voudrait voir demain, à discuter ensemble, à prendre des décisions ensemble. C'est connaître les outils, mais aussi savoir aussi agir. Comment vous choisissez ces intervenants? Je ne vais pas faire toute la liste, mais climatologues, sociologues, on vient de parler d'intelligence collective, les chercheurs en sciences cognitives, vous l'avez parlé. Il y a des entrepreneurs aussi, j'imagine, qui participent. Comment vous les choisissez? Parce que ce sont des personnalités engagées, forcément. Alors, le point commun, il y a l'engagement qu'ils peuvent avoir dans les transitions. Il y a des enseignants qui viennent de CY, il y a des enseignants qui viennent de l'ESSEC, et puis il y a des enseignants qui viennent de d'autres établissements. Donc CY, c'est Cergy-Pontoise, Exactement. Pour ceux qui n'auraient pas fait le lien. C'est ça. Et donc, on va vraiment chercher des enseignants qui, à la fois, maîtrisent leur sujet, sont également des pédagogues. Et ça, c'est un point important. On essaye d'avoir le minimum de cours magistraux, mais plutôt vraiment des cours en actif, où vraiment les étudiants vont pouvoir interagir, poser des questions, travailler sur des projets concrets. Donc, il faut aussi une vraie touche de pédagogie, et puis un engagement pour ces sujets. Est-ce qu'on parlait de la demande des recruteurs, tout simplement. Est-ce que cette formation, vous l'avez imaginée, pensée, travaillée peut-être avec eux pour qu'elle soit la plus efficace possible? Parce qu'on va parler de débouchés après. Bon, on a travaillé en effet avec des chefs d'entreprise, avec des collectivités. Moi, je viens du monde de l'économie sociale et solidaire. Donc vraiment en partant des compétences dont on a besoin pour pouvoir conduire cette transition et essayer d'identifier du coup les débouchés de la formation. À l'issue de la formation, les jeunes vont pouvoir soit poursuivre en master, et il y a une grande partie qui vont faire ce choix-là. Et donc là, il y a plus d'une trentaine de masters disponibles, que ce soit dans les sciences de l'environnement, que ce soit en termes de sciences politiques ou de collectivité, que ce soit en termes de management, voire en termes d'entrepreneuriat. Et puis ensuite de pouvoir exercer des métiers qui sont en lien avec le développement durable, avec la responsabilité sociale des entreprises, mais aussi la mobilisation citoyenne, le développement territorial, et ce, aussi bien dans des entreprises, des collectivités, que des associations. Carly, vous en êtes où là? J'allais vous dire, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Ben non, c'est trop tôt. Ça, c'est la question piège. Mais oui, non, mais surtout que vous nous l'avez dit, vous
la démarche, c'est justement cette pluridisciplinarité que vous recherchiez. Donc, à court terme, déjà, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous avez déjà une idée, après quelques mois, de dire ah, tiens, ce métier-là, peut-être qu'il me tente, il me correspond plus qu'un autre? En termes de métier, non, je ne sais pas trop encore. tôt, ouais. Mais je sais que je vais sûrement faire un master après, mais je ne me ferme pas des portes parce qu'il y en a de nombreux. Donc il faut encore que je choisisse. Mais là, la prochaine étape, c'est de trouver un stage déjà. Okay. C'est le début dans l'expérience professionnelle aussi. Et pour ma part, ce serait plus dans les enjeux de la santé ou de justice sociale. D'accord, c'est ce que vous recherchez. Donc, ça veut dire quoi? Vous avez des partenariats, tiens, pour les stages, parce que c'est un casse-tête souvent. Donc, vous avez un partenariat avec un certain nombre d'entreprises ou de collectivités. Comment ça se passe? Alors, du coup, le Bachelorette est partenaire avec la fondation Schneider Electric, avec Engie également, avec Accor. Ouais. Et puis après, on a aussi un certain nombre de réseaux dans différents domaines. Et là, on a différentes propositions de stages qui arrivent. Et puis, c'est aussi aux étudiants. On accompagne les étudiants, les outils, pour qu'ils apprennent aussi à aller chercher des stages, à faire des candidatures spontanées. Donc, comment est-ce que je rentre en contact, comment est-ce que je présente mon parcours, comment est-ce que je présente ce que je sais faire. Donc ça aussi, c'est un exercice difficile, mais qui est utile et qu'on accompagne du coup les étudiants vers ça. Ouais. Donc, c'est pour quand le premier stage? C'est pour début mai. Début mai, vous ne l'avez pas encore trouvé? Je cherche. Il faut passer un message. Hein. Elle est là, votre caméra, ou elle est là? Tiens. Dans les enjeux de la santé, ce serait ça. D'accord. C'est quoi plus généralement, moi je fais un appel pour tous les étudiants. N'hésitez pas du coup à nous contacter. Vous êtes au bon endroit pour ça. Tiens, on n'a pas parlé du profil des étudiants. Donc il y a une 31 étudiantes et étudiants dans cette première promotion du Bachelor Act. C'est quel profil? Oui. Alors c'est une promo qui est du coup plutôt féminine. D'accord. On a 75% de jeunes femmes dans la promo. On a des étudiants qui sont du coup comme Carly aussi bien en terminale que en réorientation. On a 35% d'étudiants qui ont fait une première année de licence, qui s'y sont pas retrouvés et qui du coup ont fait à côté soit travailler, soit un service civique et qui ont ensuite fait le Bachelor Act. On a des étudiants, le point commun, c'est une motivation. Voilà. On a des étudiants comme Carly qui sont extrêmement motivés par les sujets, qui sont venus soit par une sensibilité plutôt environnementale, le changement climatique, et d'autres plutôt pour une sensibilité plus sociale, de lutte contre les discriminations, lutte contre les inégalités. Et le point commun aussi, c'est un engagement. Donc on va aller chercher chez les jeunes, des jeunes qui se sont déjà engagés en étant délégués ou éco-délégués, en ayant été actifs dans leur quartier, dans des associations, ou éventuellement dans leur famille, de par leur situation familiale. Vous avez passé votre bac, vous nous l'avez dit, à Madagascar. Comment vous avez entendu parler du Bachelor Act? Comment on se retrouve d'un seul coup sur un campus en région parisienne? En fait, c'était la grande surprise. C'était sur les périodes de Parcoursup où il fallait remplir les 10 vœux. Ouais. Et je cherchais vraiment quelque chose en rapport avec le développement durable. Et je cherchais à m'engager justement sans savoir que ça existait. Donc je tapais des mots-clés, développement durable, engagement, tout ça. Je suis tombée sur ça et c'est franchement une très bonne solution. Et ben voilà, comme quoi Parcoursup, qu'on critique souvent, ça a aussi du bon. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus nous présenter ce Bachelor Act. On passe à notre rubrique Start-up, la bonne idée du jour. Elle est signée Yacon & Co. Smart Ideas avec Raphaël Nolo, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la cofondatrice de Yacon & Co. Vous l'avez créé avec Clément Poyade et Thierry Barrier en 2021. Pourquoi vous l'avez créé? C'était quoi l'idée de départ, le déclic? Le déclic de départ, c'est moi. J'habitais aux États-Unis en 2018 et en fait, j'ai commencé à avoir des problèmes de digestion et de fatigue chronique. Et je me suis questionnée sur ma santé et je suis allée voir des gastro-entérologues, des médecins qui m'ont rien détecté. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Malheureusement, j'avais toujours ces symptômes qui persistaient et je me suis dit, c'est forcément lié à quelque chose. Donc j'ai commencé à faire des tests sur mon alimentation en réduisant ma quantité de sucre consommée au quotidien et je me suis sentie beaucoup mieux. Et j'ai constaté qu'en fait, quand je consommais beaucoup de produits riches en sucre, à la fois des produits sucrés, mais aussi des produits salés qui sont parfois sucrés par-dessus, comme on pense aux sauces tomates aujourd'hui, où il y a toujours un additif de sucre. Eh ben, j'ai constaté que ma santé se portait beaucoup mieux et j'avais beaucoup moins de coups de barre et de fatigue au quotidien. Et alors ça, c'est le constat de départ. Ensuite, il y a cette plante qui s'appelle le Yacon. J'avoue que je ne connaissais pas le Yacon. C'est quoi? Alors, le Yacon, c'est la première alternative au sucre qui ne donne ni le diabète ni le cancer. C'est une alternative saine au sucre de table ou au miel. Il y a 4 fois moins de sucre que dans le sucre
du quotidien, Ouais. dans le but en fait de réduire la consommation quotidienne qu'on se fait du sucre, donc à la fois au petit-déj quand on le met dans le thé, dans le café, mais aussi en dessert, le petit plaisir sucré de la fin, ou alors pour le week-end en topping sur les pancakes du brunch du dimanche ou dans Ça y les est, j'ai pâtisseries. faim. Ça y est. C'est quoi? C'est un tubercule, c'est ça? C'est Oui. qui vient d'Amérique du Sud. Ça pousse en France. C'est quoi le yacon, quoi? On le trouve où? Oui, alors le yacon, c'est une tubercule qui ressemble Ouais. un petit peu à la patate douce Ouais. et qui pousse à l'origine, c'est vrai, au Pérou. Mhm. D'ailleurs, ils sont en charge de 90% de l'exportation mondiale de Ok. sirop de yacon. C'est quasiment les seuls acteurs dans le monde. Et on est les premiers à faire pousser la plante en France. Donc on a fait pousser plusieurs milliers de plants cette année dans le but d'être autosuffisant d'ici à 2024. D'accord. Il y a eu, alors donc il y a différents produits. Donc vous l'avez dit, ça c'est, vous êtes venu avec c'est quoi? C'est une pâte à tartiner, c'est. C'est le sucrant naturel. qui est D'accord, donc le sucrant sirop de yacon. naturel. Donc sinon il y a de la pâte à tartiner, c'est ça? C'est ça, on a une Ouais. gamme de produits de 3 produits. Donc il y a le sirop diacone qui permet de mettre dans les fromages blancs, dans le porridge, dans les gâteaux comme j'expliquais tout à l'heure. Et puis on a 2 pâtes à tartiner, la pâte à tartiner préférée des enfants sans sucre et des parents du coup aussi, Ouais. qui est composée de 70% de noisettes. Et puis la 3e pâte à tartiner riche en cacao. C'est quoi votre mode de distribution aujourd'hui? Aujourd'hui, on vend essentiellement surtout sur notre e-commerce, yacon.co, et on sort bientôt dans 300 magasins bio en France. C'est un marché, en fait, on parle d'une recherche d'alimentation de plus en plus saine, et c'est vrai que c'est un mouvement un peu général. C'est un marché en forte croissance aujourd'hui. Comment vous l'avez, avant de vous lancer, comment vous l'avez étudié ce marché? Eh ben, on a constaté qu'en fait, il y avait plusieurs milliers de tonnes dans le monde, centaines de milliers de tonnes dans le monde qui étaient vendues de sucre, qui est à la fois consommé dans le quotidien, comme dans l'usage du quotidien, dans le thé, le café, etc., dans les boissons, mais aussi dans les produits salés. Et en fait, on a constaté qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes étaient malades. Un demi-milliard de personnes dans le monde sont atteintes de diabète. Un enfant de 8 ans aussi a consommé plus de sucre que ses grands-parents durant toute leur vie. Donc ça nous a fait un choc et on s'est dit il faut apporter aujourd'hui une alternative au sucre qui permette de lutter contre ce fléau. Avec donc une démarche de produire, de fabriquer en France, c'est ça? Oui, il y a cette démarche de produire en France, donc de réindustrialiser la France. On se met vraiment dans l'agenda des politiques aujourd'hui. Mais le vrai but, c'est surtout le côté santé chez nous. C'est vraiment venir apporter une alternative. Cette alternative vient uniquement du Pérou pour le moment. Donc on est en cours de construction pour la filière française. D'accord, il y a encore un peu de boulot. Sur les emballages, tiens, parce que ça aussi, quand on est dans une démarche comme ça saine, la démarche environnementale autour des emballages, qu'est-ce que vous avez choisi? Alors nous, c'est que du verre. Donc déjà, sur l'empreinte carbone, on est bon. Et puis après, évidemment, on fait toujours attention au sourcing, vérifier qu'on n'utilise pas trop de plastique, même dans la production, parce qu'en fait, on gère toute notre production nous-mêmes en Auvergne. Tout est internalisé chez nous, et forcément, ça arrive dans des grands bidons donc, de noisettes, etc. Donc on fait toujours attention à ça aussi, de bien recycler tout ce qui se passe dans notre labo. Et ben voilà, merci beaucoup, merci Raphaël Nolo d'être venu nous présenter Yacon & Co. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à cette émission et à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut!